Bonjour à tous. Bonjour, monsieur Aurélien Dupuey-Delezé. Bonjour. Vous êtes délégué de région académique à l'éducation artistique et à l'action culturelle au rectorat de Mayotte. Aujourd'hui, vous nous présentez une conférence intitulée « Tolkien, l'inclassable, un projet politique, économique et social dans l'œuvre de Tolkien ». Depuis des décennies, Tolkien suscite de nombreuses politiques sur son idéologie politique. De nombreuses polémiques, excusez-moi, sur son idéologie politique. Est-il démocrate, royaliste, de droite, de gauche, anarchiste ou conservateur? Des militants aussi bien de gauche que de droite utilisent ses œuvres pour justifier leur position politique. La conférence que vous nous présentez ce midi envisagera le caractère inclassable de l'œuvre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, sur l'échiquier politique du XXe et XXIe siècle. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce cycle des conférences publiques du CEFR. Merci beaucoup. Alors effectivement, cette conférence, alors déjà elle clôt un cycle de 3 conférences sur ce qu'on pourrait appeler un peu prosaïquement le message porté par l'œuvre de Tolkien, puisqu'après une conférence sur l'écologie dans Tolkien, ou le caractère écologiste de l'auteur qui était Tolkien, puis la religion dans la vie et l'œuvre de Tolkien, j'ai proposé une conférence sur le sens politique, et économique et social qu'il pouvait y avoir à donner à l'œuvre et à la vie de Tolkien. L'idée m'en est venue aussi quand j'ai lu un article qui est paru dans Le Monde en début d'année scolaire et qui s'intitulait « Pour Giorgia Meloni, Le Seigneur des Anneaux n'est pas juste un roman adoré, mais un programme ». Alors Giorgia Meloni, c'est la présidente du Conseil italien actuellement, classée à l'extrême droite de l'échiquier politique, et effectivement dans son autobiographie, entre autres, elle raconte que pour elle, Tolkien porte un programme politique qui correspond à ses valeurs. Elle écrit même « Tolkien pourrait mieux définir que nous les valeurs du camp conservateur ». Et elle raconte son enfance et sa jeunesse au MSI en train de se déguiser en héros de Seigneur des Anneaux en écoutant la musique du groupe de droite assez radicale, Compagnia dell'Anello, Compagnie de l'Anneau. Et en effet, on constate que Tolkien a été, depuis la publication du Seigneur des Anneaux dans les années 50, à la fois revendiqué et admiré. On peut même parfois aller jusqu'à parler de récupération, aussi bien par les deux bords opposés de l'échiquier politique. Il l'a été par la droite radicale. Je vais vous mettre mon plan, tiens. Il l'a été par la droite radicale. On a cité le cas de Giorgia Meloni, du Movimento Sociale Italiano, le mouvement social italien, puis le Alleanza Nazionale qui a pris sa suite, et Fratelli d'Italia, où on trouve de nombreuses références à Tolkien. Ça a été le cas aussi en France, hein. Par exemple, un des premiers critiques sur Tolkien en France, Nicolas Bonal, c'était quelqu'un qui était très marqué à droite, hein. C'est un ancien du GUD et c'est quelqu'un qui actuellement collabore encore régulièrement avec Boulevard Voltaire, donc c'est quelqu'un qu'on peut classer à l'extrême droite de l'échiquier politique. Et puis, à l'inverse, et en même temps, Tolkien a aussi été revendiqué par des militants de gauche, souvent assez radicales. Ça a été le cas dès la publication du Seigneur des Anneaux aux États-Unis en 1965, où on a commencé à trouver sur les campus universitaires américains des badges Frodo Lives ou Gandalf for President. On était évidemment dans le contexte de la lutte contre la guerre du Vietnam et le début des luttes écologistes. Donc on voit que Tolkien a été revendiqué en même temps par des gens de bords assez opposés. On peut noter aussi d'ores et déjà que Tolkien est souvent revendiqué par des gens radicaux, alors au sens de qui prend les problèmes à la racine et donc qui veut changer assez radicalement, assez entièrement le système dans lequel nous vivons. De manière symétrique, bien sûr, Tolkien a aussi été critiqué sur ces bases-là. Il n'a pas seulement été revendiqué par des radicaux de gauche ou de droite, il a été aussi critiqué pour sa supposée idéologie. En particulier, il a été critiqué par des intellectuels de gauche pour une idéologie supposée de droite ou de droite radicale. Alors en France, on a eu une critique de Tolkien qui est Isabelle Smadja, qui a fait une critique très marxiste, une lecture très marxiste de Tolkien, à laquelle moi je n'adhère pas, mais qui est quand même stimulante et assez intéressante, où elle voit dans le couple Bilbo-Frodo les bourgeois.
qui possède la richesse, symbolisée par l'or de l'anneau, Sam étant le bon prolétaire bien soumis qui accepte la légitimité de la possession de la richesse par les bourgeois, et Gollum, le méchant prolétaire qui veut se révolter et prendre l'or pour lui. Donc c'est une lecture tout à fait marxiste de Tolkien et qui critique Tolkien comme étant le défenseur de la bourgeoisie et de l'ordre établi. Dans le même sens, et plutôt que ça, un critique comme Raymond Williams en Angleterre avait carrément fait le rapprochement entre Tolkien et le fascisme. Il accusait Tolkien d'être le défenseur d'une hiérarchie traditionnelle conservatrice, aristocratique, qui le rapprochait des théories fascistes de l'époque. Et puis en réaction à ces critiques, à l'inverse, il y a tout un pan de la critique littéraire qui a cherché à défendre Tolkien, parfois en engommant les aspérités ou les aspects un petit peu râpeux. Alors si on prend 2 minutes pour définir un peu les termes dont on parle, politique, on peut dire que c'est la manière de gouverner, de conduire les affaires publiques, les affaires de l'État, et par extension la vision morale dont doivent être conduites les affaires politiques. Donc ça veut dire que la politique, c'est aussi bien une pratique qu'une éthique. De même, l'économie, c'est l'activité humaine qui consiste à produire, à distribuer, à échanger, à répartir les biens et les richesses. Et c'est également, là encore, la conception de la manière dont moralement ces activités devraient être faites. Donc là encore, dans l'économie, il y a une version pratique et une version éthique ou morale. Sachant qu'il y a évidemment des liens très forts entre les deux thèmes, économie et politique, puisque l'économie, d'une certaine manière, fait partie de la politique, et la manière dont doivent être conduites les affaires économiques, ça fait partie de la réflexion plus générale dont on doit conduire les affaires publiques. Ça, c'est un thème de recherche qui a été assez récurrent sur Tolkien depuis sa publication. En témoigne par exemple le nombre d'articles qui se trouvent dans le dictionnaire Tolkien publié en 2012 par Vincent Ferré, enfin sous la direction de Vincent Ferré. Dans ce dictionnaire, on a des articles politique, économie, conservatisme, avec le sous-titre « Tolkien était-il conservateur ?», modernité, Tolkien et la modernité, et puis roi, royauté, liberté, pouvoir, guerre, et puis bien entendu racisme. Alors si on s'arrête une seconde sur cette accusation de racisme, ça fait partie des critiques qui ont été adressées à Tolkien depuis sa publication. Je ne vais pas m'y arrêter très longtemps dans la conférence parce que c'est quelque chose qui a été très largement analysé et balayé par la critique, donc c'est pas vraiment, je pense, le point le plus problématique. Pour finir cette introduction, si on veut parler de quelques préalables, Patrick Morand, qui rédige l'article « Conservatisme » du dictionnaire, pose un préalable qui semble intéressant. Il dit « Si l'homme n'explique pas l'œuvre, l'inverse est vrai également ». Donc évidemment, il rappelle qu'il faut faire la différence entre les deux et que l'un ne peut pas être uniquement le miroir de l'autre. Il écrit « La critique, qu'elle soit pro ou anti-Tolkien, a souvent tendance à confondre les deux et à mêler indistinctement le discours public des romans et le discours privé de la correspondance, expliquant l'un par l'autre. » Alors on est d'accord évidemment que c'est une attitude dont il faut éviter les excès. Inversement, on ne peut pas non plus faire comme si les deux pans de la vie de Tolkien étaient complètement étanches, et on ne peut pas non plus faire comme si la vie et l'œuvre étaient totalement hermétiques l'une à l'autre. Alors on va commencer par s'intéresser un petit peu à la personne de Tolkien et à ce qu'il a été dans sa vie, et je m'appuie sur un qualificatif qui lui a été attribué par plusieurs critiques, entre autres par Nicolas Bonal justement, qui qualifiait Tolkien d'anarchiste réactionnaire. Alors est-ce que Tolkien était un anarchiste réactionnaire? La première chose qu'on peut voir, c'est qu'il a un rapport assez original et intéressant à la politique, Tolkien. Et pour le comprendre, on peut se pencher un petit peu sur le contexte dans lequel il a vécu. Tolkien, je rappelle que c'est quelqu'un qui est né en 1892, qui est mort en 1973, et dont l'essentiel de l'activité adulte a eu lieu entre 1913 et sa mort au début des années 70. Donc c'est quelqu'un qu'on peut circonscrire entre le début de la Première Guerre mondiale et la fin des 30 Glorieuses. En gros, Tolkien, il s'inscrit dans ce cadre-là. Et ce cadre-là, c'est l'époque des très grandes idéologies politiques du XXe siècle. C'est la grande période des idéologies. Et en particulier, c'est la période de l'affrontement entre trois grandes idéologies majeures, les trois idéologies fondamentales du XXe siècle, celles qui s'affrontent entre autres dans la Seconde Guerre mondiale puis dans la guerre froide. La première, c'est la démocratie capitaliste libérale sur le modèle anglo-saxon, ce que certains ont appelé l'américanisme. La seconde, c'est le fascisme ou le nazisme.
qui ont été largement éliminés du champ politique et idéologique après leur défaite en 1945, mais dont Tolkien a quand même connu la grande phase d'expansion, et puis le communisme soviétique, alors lui aussi éliminé finalement plus tard largement du champ idéologique et politique après la fin de la guerre froide entre 89 et 91, fin que Tolkien n'a pas connue puisqu'il est mort avant. Donc c'est la grande époque des idéologies, et ce que Patrick Morand dans le même article note avec beaucoup de justesse, c'est que, comme il le dit, l'individu qui transparaît dans les lettres n'a rien d'un idéologue et ne traite pas fréquemment de politique. Il ajoute, c'est quelque chose qui est considéré comme une pratique culturelle marginale et de faible intérêt. Donc c'est déjà intéressant parce que Tolkien, à la grande époque des idéologies, à l'époque où au contraire les intellectuels étaient pour beaucoup d'entre eux très engagés dans les conflits idéologiques de leur temps, Tolkien c'est quelqu'un qui se désintéresse assez largement de la politique, qui ne s'est jamais engagé en politique dans quelque bord que ce soit, et qui ne s'est aligné sur aucune pensée clairement identifiable. Pas plus d'ailleurs qu'il ne s'est positionné sur l'échelle gauche-droite. Alors Patrick Morand reconnaît cependant que, je cite encore l'article, l'essentiel de ses remarques tendent néanmoins à dépeindre un individu qui regrette bon nombre des évolutions du monde moderne et exprime sur plusieurs sujets des opinions typiques de la frange conservatrice de la société anglaise de son temps, bien que son approche soit toujours très personnelle. Et en effet, si on se penche en particulier sur sa correspondance, on trouve des choses assez intéressantes et assez amusantes pour certaines. Alors je vous en cite, j'ai pris volontairement les plus caricaturales, hein, bien sûr, pour montrer un peu certains aspects, ce que j'appelle les aspects un peu râpeux de Tolkien. La lettre 43 qui date de 1941, par exemple, c'est une lettre dans laquelle Tolkien parle à son fils de sa conception des rapports homme-femme, et il a une conception extraordinairement traditionnaliste du rôle de la femme et des différences entre les sexes. Je vous cite, vous allez voir, attention, c'est pas très MeToo, hein. Les femmes auraient, je cite, l'instinct de la subalterne, de la compagne. Et je cite Tolkien encore, c'est un don qu'elles ont d'être réceptives, stimulées, fertilisées sur bien d'autres plans que le seul physique par l'homme. Je vous épargne la suite de la lettre sur les remarques sur l'indépendance féminine des femmes et leur carrière, mais ça vous donne un petit peu la tonalité générale de sa vision très classique du rapport entre les sexes. Alors, évidemment, hein, il ne faut pas oublier que c'est une lettre écrite en 1941, dans l'Angleterre de la Seconde Guerre mondiale, donc on n'est pas du tout dans le contexte du début du XXIe siècle, mais tout de même c'est quelque chose d'intéressant. De la même manière, dans la lettre 83 qui est de 1944, donc quelques années plus tard, il évoque la guerre d'Espagne à propos d'une soirée avec Roy Campbell et C.S. Lewis, et il exprime une sympathie bien plus importante pour le camp franquiste que pour les républicains. Alors, là encore, je cite la lettre, hein, il parle de C.S. Lewis, son meilleur ami. Hein. Il dit « Il n'y a pas de plus grande victoire de la propagande rouge que le fait qu'il croit, lui qui sait que ce sont des menteurs et des calomniateurs sur tous les autres sujets, tout ce qui est dit contre Franco et rien de ce qui est dit à sa décharge. » Vous voyez, là encore, il exprime une opinion qui est, qu'on qualifierait aujourd'hui en tout cas, non seulement de droite, mais d'extrême droite, hein, voire en effet qu'on pourrait rapprocher du fascisme. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces opinions, la plupart du temps, en fait, ne sont pas assises sur des considérations politiques, mais sont assises sur des considérations religieuses. C'est-à-dire que ce qui importe à Tolkien là-dedans, à chaque fois, c'est pas tellement des idées politiques, ce sont des idées religieuses. Sur sa vision des hommes et des femmes, par exemple, c'est une conception fondamentalement religieuse qui l'anime, et de même sur le franquisme, ce qui lui fait peur, c'est ce qu'il entend sur les exactions du camp républicain contre les couvents et les bonnes sœurs, et c'est ça qui est au cœur de sa réflexion. Cela étant, ça reste des réflexions qui le caractérisent en effet et qui le classent dans le camp des conservateurs, voire des réactionnaires. De la même manière, Tolkien manifeste aussi, alors, tout au long de sa vie, de manière bien plus nette que les petits exemples assez anecdotiques hein, que je viens de citer, il manifeste une très grande méfiance par rapport à la technique. Tout ce qui relève de la technologie moderne, et en particulier de l'industrie, lui fait extrêmement peur. Alors ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui, selon les critiques, a été vu tantôt comme une forme de pensée conservatrice ou réactionnaire, et tantôt au contraire comme un précurseur de l'écologie. En soi, en fait, c'est pas vraiment contradictoire. Ce que ça signifie surtout, c'est que l'écologie, elle a peut-être forcément un aspect conservateur. Hein. L'idée de l'écologie, c'est quand même de conserver le vivant, la nature telle qu'ils existent, et de ne pas les détruire. Donc il y a quelque chose de conservateur dans l'écologie.
Pour finir là-dessus, en revanche, Tolkien n'exprime jamais d'opinion raciste. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais enfin, ça mérite quand même de dire un mot. Autant il peut avoir des opinions extrêmement conservatrices sur les rapports hommes-femmes, ou sur la technique, ou sur les régimes politiques, autant il n'a jamais d'opinion raciste dans sa correspondance privée. Les rares fois où il parle du sujet, c'est des fois où on le sollicite, par exemple, pour savoir s'il a des origines juives, puisque c'est une question qui lui avait été posée par les éditeurs allemands du Hobbit avant la Seconde Guerre mondiale. Et là, Tolkien leur répond très clairement qu'il n'en a pas, mais qu'il serait très fier d'en avoir si c'était le cas. Donc, sur la question du racisme ou de l'antisémitisme, pour le coup, c'est le contraire. Tolkien est plutôt antiraciste à une époque où ce n'était pas forcément encore la norme. Patrick Morand conclut en ayant une phrase assez juste, je trouve. Il dit « Sans doute vaut-il mieux parler de nostalgie que de passéisme. Nostalgie, non pas d'un passé qui aurait véritablement existé, mais d'un monde d'avant la chute. » Et c'est intéressant parce qu'en effet, ça insiste sur le fait que la considération essentielle de Tolkien, elle est plus religieuse que politique. Alors maintenant, pourquoi est-ce que certains ont parlé d'anarchistes? Alors, si on parle d'anarchistes, ça vient là encore de la correspondance de Tolkien lui-même, et notamment de ce qu'il a écrit dans une de ses lettres. Et alors, on va voir, c'est une des rares lettres où il parle de ses propres opinions politiques. Et vous allez voir, c'est assez intéressant parce que il utilise un mode assez facétieux, pas tellement sérieux. Je vous lis un extrait relativement long, mais qui mérite d'être cité in extenso, de la lettre 52 qui date de 1943, qui est encore une lettre qu'il écrit à son fils, et il écrit « Mes opinions politiques penchent de plus en plus vers l'anarchie, au sens philosophique désignant l'abolition de contrôle, pas des moustachus qui posent des bombes, ou vers la monarchie non constitutionnelle. J'arrêterai quiconque utilise le mot « État ». Et après lui avoir laissé une chance de se rétracter, l'exécuterait s'il s'obstinait. Si nous pouvions revenir au nom personnel, cela ferait le plus grand bien. L'emploi le moins convenable pour n'importe quel homme est de commander d'autres hommes. Pas 1 sur 1 million n'est indiqué pour l'emploi, et surtout pas ceux qui en recherchent l'occasion. Donne-moi un seul nom de roi dont l'intérêt principal dans la vie est les timbres, les chemins de fer ou les chevaux de course, et qui a le pouvoir de renvoyer son vizir, ou quelque autre nom que tu préfères lui donner, s'il n'aime pas la coupe de son pantalon. Il y a seulement un point positif, l'habitude grandissante qu'ont les hommes mécontents de dynamiter les usines et les centrales électriques. J'espère que cela, maintenant que c'est encouragé comme un acte de patriotisme, pourra rester une habitude. Mais cela ne sera aucunement profitable si ce n'est pas universel. Alors, évidemment, c'est une lettre qui est écrite assez largement sur le ton de l'humour, mais dont on peut retirer quelques points. La première, c'est que Tolkien affirme pencher vers des idéologies politiques qui sont absolument contradictoires et considérées comme radicalement opposées sur l'échiquier politique, puisqu'à la fois il dit qu'il tend vers l'anarchie, et puis d'un autre côté il dit qu'il tend vers la monarchie non constitutionnelle, c'est-à-dire même pas la monarchie démocratique qui existait dans l'Angleterre de son époque, une monarchie non constitutionnelle. On note qu'il ne parle pas très sérieusement, qu'il manipule l'humour, qu'il n'hésite pas à poser des affirmations complètement paradoxales. Il commence la lettre en disant que l'anarchie à laquelle il adhère, ce ne sont pas les moustachus qui posent des bombes. N'empêche qu'il finit la lettre en disant que si tout le monde se mettait à dynamiter les centrales et les usines, ce serait bien. On peut noter aussi, et ça c'est quelque chose qui est assez révélateur de la pensée de Tolkien et de son écriture, on peut noter qu'il n'a pas un usage extrêmement précis des concepts qu'il emploie. Tolkien, c'est quelqu'un qui se méfie profondément de tout ce qui est les grandes abstractions. Et les abstractions, les concepts, les idées, c'est quelque chose qui éveille la méfiance de Tolkien. Il a tendance à considérer que c'est quelque chose qui est dangereux pour l'homme. Et ça fait qu'il n'a pas un grand intérêt pour la définition précise des termes qu'il emploie. Par exemple, on voit qu'il a un rejet assez viscéral de la notion d'État. En réalité, dans son œuvre, il met en scène plein d'États qui sont, de son propre aveu, clairement positifs, et ça ne le gêne pas. Ce sont des États. Le royaume du Gondor, le royaume de Númenor, ce sont des États, sont évidemment positifs dans l'œuvre. Mais en fait, il ne voit pas la contradiction parce que ça ne l'intéresse pas en fait. Cette contradiction-là ne l'intéresse pas et la définition précise de ce qu'est un État, au sens philosophique et politique du terme, ce n'est pas son centre d'intérêt. Là encore, Patrick Morand a une phrase, il dit « Il se méfie de l'ascendant qu'exercent les grandes abstractions sur les hommes, que ces abstractions soient le communisme, le fascisme ou la démocratie. » Et là, c'est intéressant parce qu'on voit déjà qu'il y a un lien qui est établi entre ces trois idéologies. On va y revenir parce que ça, c'est un point pour le coup assez essentiel. Quand il parle de l'anarchie,
il dit qu'il penche vers l'anarchie comme absence de contrôle et de domination des hommes les uns sur les autres. Il ne faut pas oublier que Tolkien, c'est quelqu'un qui vit à l'époque des grands totalitarismes, c'est quelqu'un qui connaît l'œuvre de Huxley, et sa défense de l'anarchie, à mon sens, est avant tout une défense des libertés fondamentales. C'est quelque chose qu'on retrouve dans son œuvre, qu'on retrouvera par exemple à la fin du Seigneur des Anneaux, dans le chapitre « Le nettoyage de la comté ». Et là encore, on retrouve quelque chose qui est assis sur une dimension religieuse. Morand note avec, là encore, beaucoup de justesse, je cite, que cet antitotalitarisme se fonde moins dans un libéralisme anglo-saxon classique que dans une valorisation théologique de la personne humaine. Et ça, c'est encore très intéressant. Ce qui valorise, ce qui est important pour Tolkien dans la liberté humaine, c'est plutôt sa conception anthropologique de l'homme. Et enfin, il affirme pencher vers une monarchie non constitutionnelle. Alors ça, c'est quelque chose sur quoi son biographe Humphrey Carpenter est revenu. Carpenter reconnaît parfaitement, et là encore je cite la biographie de Tolkien, qu'il ne croyait pas au gouvernement du pays par le peuple. Et c'est quelque chose que Tolkien a aussi exprimé dans des lettres, dans une lettre par exemple de 1955. C'est intéressant parce que 1955, c'est pour le coup après la victoire sur le fascisme, hein, c'est dans le cadre du début des Trente Glorieuses, le grand triomphe de la démocratie capitaliste libérale dans les pays occidentaux. Il écrit « Je ne suis pas un démocrate ». Uniquement parce que, alors je cite, attendez, uniquement parce que l'humilité et l'égalité sont des principes spirituels corrompus par la tentative de les mécaniser et de les formaliser, qui a pour conséquence de nous donner non modestie et humilité universelle, mais grandeur et orgueil universel. Donc pour lui, la tentative de formaliser l'égalité entre les hommes sous la forme de la démocratie politique, c'est quelque chose qui aboutit à l'orgueil universel. Et dans la même lettre, il écrit « Non que je sois un démocrate dans un des quelconques usages modernes du terme, sauf que nous sommes tous égaux devant le grand auteur, qui deposuit potentes decede et exaltavit humiles, qui chasse les puissants de leur trône et qui élève les humbles. » Citation bien sûr de l'Évangile. Et là encore, on voit bien à quel point ce qui intéresse Tolkien, c'est plus sa conception religieuse de la personne humaine. Si on essaye de faire un premier bilan, ce qu'on voit, c'est que Tolkien est donc en quelque sorte à la fois un monarchiste et quelqu'un qui est fondamentalement attaché aux libertés fondamentales. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se refuse à toute catégorisation, à tout réductionnisme politique, et qui développe une vision complètement originale et unique du monde. Il se distingue de la société de son temps en ce qu'il n'est pas démocrate, c'est-à-dire qu'il refuse l'idée qui est probablement la plus consensuelle à son époque, la plus facilement acceptée, à la nôtre aussi d'ailleurs, sans pour autant adhérer à une des contre-propositions classiques du XXe siècle, que sont le fascisme ou le communisme soviétique. Et ça le rapproche d'un philosophe du XXe siècle qui est quasiment exactement contemporain de Tolkien, qui est Martin Heidegger, philosophe allemand, puisque Heidegger avait développé une pensée dans laquelle les trois grandes idéologies du XXe siècle, la démocratie à l'américaine, c'est lui qui appelle entre autres cette démocratie de l'américanisme, le fascisme et le communisme soviétique, pour Heidegger, ce sont trois versions au fond du même régime. C'est-à-dire que Heidegger ne nie pas évidemment les différences fondamentales qu'il y a entre ces trois régimes politiques, il ne nie pas ce qui les sépare, mais il dit entre ces trois régimes politiques, il y a quand même un point commun qui est que ce sont trois régimes qui ont pour cœur et pour fondement le développement de la technique. Ça, c'est quelque chose que Heidegger a développé en particulier après la Seconde Guerre mondiale dans un livre qui s'appelle « Questions et réponses sur l'histoire et la politique » qui a été publié de manière posthume, mais dans laquelle Heidegger rapprochait donc ces trois idéologies. Alors à présent, on peut se pencher un petit peu sur ce qui est dit dans son œuvre, et en particulier, on va commencer par parler de la royauté que Tolkien met en avant dans ses œuvres. Alors la royauté, c'est d'abord le système politique le plus présent dans l'univers de Tolkien. Alors je cite Valérie Naudet, qui a écrit l'article politique du dictionnaire. La monarchie apparaît comme le mode politique le plus représenté. Elle cite le Gondor, le Rohan, la Lorienne. On pourrait en ajouter plein. On pourrait ajouter tous les royaumes elfiques du Premier Âge, Nargothrond, Gondolin, etc. Les royaumes du Deuxième Âge, l'Eriador, le Lindon, la Forêt Noire, Númenor, bien entendu. Tout ça, ce sont des monarchies. Pour elle, je la cite, la raison principale de ce choix tient dans le fait que l'action s'établit dans le cadre d'une société ancienne, plus proche d'un Moyen-Âge féodal que de notre société contemporaine. Alors, il y a sûrement une part de vrai là-dedans, mais c'est quand même un peu plus complexe.
la monarchie n'est pas que un cadre, et un cadre pour faire médiéval. De ses propres dires, elle admet, je la cite encore, que le roman tend vers la restauration d'Aragorn sur le trône de ses ancêtres. Elle dit que c'est ce qui tend toute la partie politique du roman. On pourrait ajouter que c'est ce qui tend une bonne partie du roman. Le 3e tome s'appelle quand même Le Retour du Roi. David le Danois, qui rédige l'article Roi-Royauté, a une approche assez intéressante de cette omniprésence des monarchies dans l'œuvre de Tolkien. Il la rapproche de Beowulf, qui est classé par un critique qui s'appelle André Crépin, dans la catégorie qu'on appelle le miroir du prince. Alors, le miroir du prince, il le définit comme suit: un genre médiéval qui renvoyait l'image idéale de la figure royale au travers d'un entrelac d'exemples vertueux, dignes d'émulation et de repoussoir. Alors ça, c'est un genre en effet qui existe au Moyen-Âge. C'est un genre qui existe en fait depuis bien plus longtemps, puisque c'est un genre qu'on retrouve dès l'Antiquité. Si on regarde par exemple les annales ou les chroniques de Suétone ou de Tacite, ou un peu plus tard dans l'Empire romain, l'histoire Auguste par exemple, ce sont des textes qui à chaque fois renvoient effectivement un miroir au prince, à l'empereur, au roi, etc., en donnant des exemples de bons empereurs et de mauvais empereurs. Tacite et Suétone par exemple, ils font beaucoup ça, ils distribuent les bons et les mauvais points. Alors il y a les très bons empereurs, Trajan c'est l'Optimus Princeps, et puis il y a les mauvais empereurs. Chez Tolkien, on retrouve quelque chose de ça. Aragorn, c'est de toute évidence le modèle du souverain parfait, qui a à la fois la sapientia, la sagesse, la capacité de prendre les bonnes décisions, et la fortitudino, le courage, la force, la puissance physique qui lui permet de mettre en pratique ces bonnes décisions. On retrouve aussi ce modèle dans d'autres formes, dans d'autres œuvres de Tolkien. On peut penser par exemple à un petit roman qui ne fait pas partie du légendaire de Tolkien, mais qui a quand même été écrit par Tolkien, qui s'appelle Le Fermier Gilles de Ham, où le fermier Gilles, qui devient roi, est une espèce d'écho comique, bien sûr, mais qui est quand même un écho de ce que peut être Aragorn et du modèle du bon roi. Pour le critique le danois, encore une fois, un point intéressant, c'est que Aragorn n'est pas roi, il le devient à travers un long apprentissage, et je le cite, le trône ne lui revient pas de droit, il le mérite par ses choix et son courage. Alors, ça c'est vrai, mais ce n'est vrai qu'en partie, et là encore c'est un petit peu plus compliqué. Ce qui est vrai, c'est que Aragorn accomplit les devoirs de roi avant d'exiger les droits du roi. Il se met en danger, il risque de sacrifier sa vie pour sauver son peuple, donc il prend la défense de son peuple au péril de sa propre vie, avant de se faire proclamer roi. Et ça, effectivement, c'est une vision de la royauté fondée sur le devoir et pas sur le droit. C'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres œuvres, par exemple dans A Song of Ice and Fire, c'est une réflexion qui est autour de la personne de Stannis Baratheon. Stannis Baratheon, c'est le contraire, il commence par réclamer les droits du roi, puis il finit par se réaliser qu'en fait, avant de réclamer les droits d'un roi, il faut peut-être se comporter comme un roi et en assumer les devoirs. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez certains philosophes. On peut penser à Platon. Chez Platon, le philosophe ne veut pas être roi, mais il le doit et il se dévoue pour son peuple, pour le peuple, et donc il accepte la fonction. Dans sa thèse, Florent Hébert montre que Aragorn cumule en fait les deux types de légitimité, la légitimité charismatique qui vient entre autres de ce qu'il accomplit, mais aussi la légitimité traditionnelle qui est celle de son héritage et de sa légitimité dynastique. Alors le Danois finit son article en disant « Sa trajectoire personnelle le met en contact permanent avec le peuple qu'il connaît et qu'il comprend ». Et en effet, Aragorn, c'est un souverain qui commence sa vie de manière extrêmement obscure, en fréquentant le peuple, les petites auberges, et en vivant avec les petites gens. Cela étant, ce serait quand même une erreur d'en faire un démocrate ou un populiste. Et là encore, on peut s'interroger sur des aspects un petit peu râpeux de l'œuvre. Et je cite cette fois-ci Aragorn lui-même, au Conseil d'Elrond, qui dit « Si les gens simples sont exempts de soucis et de peur, ils resteront simples, et nous devons rester secrets pour les maintenir tels. » Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est quand même, si on s'attache au sens de la phrase, pas très conforme à l'idéologie qui est la nôtre aujourd'hui. Et en fait, ça traduit le rapport extrêmement complexe qui est entretenu par le Seigneur des Anneaux vers les gens simples, les humbles. C'est intéressant parce que chez Tolkien, les simples, les humbles sont capables d'immenses sacrifices, d'un immense dévouement, le modèle en étant Sam Gamgee, qui est forgé de l'aveu même de Tolkien sur le modèle des soldats, des simples soldats de la Première Guerre mondiale.
Et Elrond a une très belle phrase à propos de ces gens humbles qui se dévouent. Il dit « Il en va souvent ainsi des événements qui font se mouvoir les roues du monde. De petites mains les accomplissent parce qu'elles le doivent, tandis que les yeux des grands regardent ailleurs. » Donc on voit que les humbles ont un rôle extrêmement important pour Tolkien dans le destin du monde. Inversement, Le Seigneur des Anneaux montre aussi les gens du peuple extrêmement éloignés des affaires publiques et montrant une compréhension extrêmement faible des affaires publiques. On peut prendre l'exemple de Poire de Beurré, qui est complètement ahuri au retour d'Aragorn et qui ne comprend pas que Aragorn soit le roi et qui en fait comprend jamais rien à rien. Hein. Il a les mêmes phrases que les choses aillent mal ou aillent bien. Hein. C'est assez amusant, mais au début du roman, quand tout va mal et qu'on est au début de la guerre, il dit « Où va-t-on » et on lui répond « À de sombres temps ». Et en fait, quand il s'aperçoit qu'Aragorn va devenir roi, il a la même phrase « Où va-t-on » Si Aragorn est roi, où va-t-on? Et on lui répond « à des temps meilleurs ». Donc ça veut dire qu'en fait, que les temps soient meilleurs ou mauvais, ben lui, il ne comprend pas où on en est. On le voit aussi à travers les Hobbits. Hein, quand les 4 héros reviennent dans la comté et qui doivent nettoyer la comté, les Hobbits manifestent une très grande fermeture d'esprit par rapport à ce qu'ils ont vécu, et en fait, ça ne les intéresse pas. Alors ça va du désintérêt poli de Cotton qui écoute, mais en fait, ça ne l'intéresse pas ce qu'ont fait les Hobbits à l'extérieur, jusqu'au père de Sam Gamgee qui dit à Frodo, bah écoutez, c'est bien joli d'être allé faire des trucs à l'étranger là, et puis je sais pas bien ce que vous avez fait, mais ça n'a pas l'air terrible, et puis moi pendant ce temps, les gens ils sont venus de chez moi, ils ont ravagé mes patates. Et chez Tolkien, les humbles, c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que c'est à la fois les gens qui sont capables de cet immense dévouement et de cet immense sacrifice, et donc de faire avancer les roues du monde, hein, le destin du monde, mais en même temps, les gens qui ne comprennent pas en fait l'importance des enjeux publics. Et du coup, peut-être que chez Tolkien, le destin des humbles est extrêmement important, mais qu'il n'est pas dans la gestion des affaires publiques, ce qui rejoint le fait qu'il ne croyait pas au gouvernement par le peuple. Alors on peut se pencher un peu plus précisément sur le type de royauté qui est envisagé par Tolkien. Valérie Naudel encore note que la royauté qui est mise en scène, je la cite, n'est pas une royauté de type féodal où le roi serait le seigneur des seigneurs, elle est plus absolue, le gouvernement du monarque plus personnel. Alors effectivement, le modèle qui apparaît dans les différentes royautés que sont le Rohan, par exemple le Gondor ou Númenor, c'est pas une royauté féodale de celle que l'Europe a effectivement connue au Moyen-Âge, dans laquelle le roi avait finalement assez peu de pouvoir, alors très peu de pouvoir au début, et puis finalement de plus en plus, parce que les rois se sont quand même battus pour avoir un petit peu plus de pouvoir avec le temps. Mais on va dire qu'en France, avant Philippe Auguste, les rois avaient quand même un pouvoir assez limité, voire très faible au début. Chez Tolkien, c'est pas ça. Hein. Chez Tolkien, on n'a pas une société féodale où ce seraient les nobles qui auraient le pouvoir chacun sur leur seigneurie. On a vraiment une royauté plus personnelle et effectivement plus absolue. Cela étant, c'est quand même à nuancer. Hein. Elle écrit qu'on note l'absence d'institutions intermédiaires comme un conseil des nobles. Ça, pour le coup, c'est faux. Hein. Au contraire, chez Tolkien, il y a des conseils. Les rois sont assistés par des conseils. À Númenor, il y a un conseil du sceptre, dont on peut supposer qu'il subsiste au Gondor, et d'ailleurs il y a certains extraits du texte qui semblent le dire. Et en Rohan c'est pareil. Alors en Rohan c'est pas un conseil du sceptre, c'est un conseil des anciens, mais enfin on a le même genre de conseil. Donc ça veut dire que la monarchie chez Tolkien n'est quand même pas non plus la monarchie absolue telle qu'elle s'est développée, notamment au XVIIe siècle, en France, en Angleterre ou en Espagne. C'est pas la monarchie de Louis XIV ou de Charles Ier. Donc on a quelque chose qui est assez intermédiaire. Alors même si évidemment il conviendrait de rappeler bien sûr que même les rois absolus ne pouvaient pas tout faire, hein, c'était pas des dictateurs, et Louis XIV par exemple s'est fait rappeler à l'ordre par le Parlement de Paris sur certains points où il essayait de ne pas respecter les lois fondamentales du royaume. Le Parlement lui a rappelé que même le roi était soumis à des lois fondamentales. Cela étant, voilà, les royautés présentes chez Tolkien n'ont pas le même degré de personnalisation et d'absolutisation que ces royautés du XVIIe. Elle note aussi que la royauté de Terre du Milieu est souvent une royauté sacrée. C'est une royauté qui est en lien avec le spirituel et qui a un caractère magique. Je la cite, la personne du roi étant transcendée par une force supérieure teintée d'une certaine religiosité. Alors ça, c'est tout à fait évident chez Tolkien, en effet. Elle le voit à travers deux points
d'abord les qualités de thaumaturge d'Aragorn. Aragorn, c'est celui qui soigne avec ses mains, et là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les monarchies anglaises et françaises au Moyen-Âge. Et puis, elle le voit aussi dans ses liens mystiques avec la terre. L'arbre blanc refleurit au moment où Aragorn est sacré roi, donc il y a bien un lien mystique entre le pays et le roi. On pourrait ajouter, ce qu'elle ne note pas, que c'est Gandalf, qui représente donc le pouvoir spirituel, qui sacre et qui couronne Aragorn. Et là encore, l'extrait mérite d'être lu. Quand Aragorn se leva, tous ceux qui le voyaient le contemplèrent en silence, car il leur semblait qu'il leur était alors révélé pour la première fois. Grand comme les rois de la mer de jadis, il dominait tout son entourage, il paraissait chargé d'années et cependant dans la fleur de sa virilité. La sagesse se montrait sur son front et la force de la guérison était dans ses mains et une lumière l'environnait. On voit bien à quel point on est sur un modèle de roi saint et en lien avec le sacré. Elle l'affirme sous cette forme, le roi apparaît comme un maillon entre deux mondes, terrestre et céleste, berger conduisant son peuple d'ici bas vers la paix, canalisant les forces bienveillantes de l'au-delà pour aider dans les vicissitudes de la vie humaine. En effet, ça c'est tout à fait juste. Et en ce sens aussi, le roi est une nécessité dans le monde de Tolkien, puisque c'est le rétablissement de la royauté qui garantit le rétablissement de l'ordre cosmique, de l'ordre du monde. Cela étant, on remarque aussi que pour que l'ordre du monde soit préservé, il faut que chaque pouvoir reste à sa place. Le pouvoir spirituel, il a sa place. Le pouvoir temporel, il a sa place. Quand le pouvoir spirituel cherche à supplanter le pouvoir temporel ou à utiliser sa légitimité propre pour prendre le pouvoir temporel, ça donne Saruman. C'est typiquement le mage, qui est même un dieu par sa nature, qui aurait donc une légitimité religieuse pour diriger, en fait, non, il ne l'a pas, parce qu'il n'est pas le roi des hommes. Et quand il essaye de le devenir, ça donne un tyran. On peut noter enfin quelques problèmes posés par la royauté chez Tolkien, là encore qui sont soulignés par Naudet. Elle montre la fragilité de certaines monarchies chez Tolkien. Et elle s'appuie en particulier sur l'exemple du Rohan pour dire que voilà, quand il y a un seul roi qui commande et qui gouverne, il suffit de taper sur le roi et de faire tomber le roi pour faire tomber tout le système. Et effectivement, les attaques de Théoden par Saruman via Grima conduisent à l'affaiblissement de tout le royaume. En réalité, là encore, c'est un petit peu plus complexe parce que c'est vrai dans la monarchie, somme toute, assez primitive du Rohan, c'est beaucoup moins vrai dans la monarchie beaucoup plus développée et avancée du Gondor, puisque au Gondor, par exemple, les rois finissent par disparaître, et puis c'est pas grave, l'État il continue à exister à travers les surintendants, donc ça veut dire qu'il y a des institutions qui sont quand même nettement plus stables. Au passage, on peut noter avec un petit sourire que finalement Tolkien montre que là où il y a plus d'États, au Gondor, ça tient mieux le coup que là où il y en a moins, au Rohan. Et du coup, les critiques que Tolkien adresse dans sa correspondance privée à la notion d'État, finalement, il les dément parfois dans son œuvre. On peut noter aussi évidemment que les monarchies ne sont pas seulement l'apanage des régimes valorisés et positifs, puisque c'est aussi le cas des régimes maléfiques. Le Mordor est une monarchie, l'Isengard est une monarchie, le régime de Saruman, de Morgoth au Premier Âge est une monarchie. Donc ça veut dire que l'autoritarisme n'est pas seulement, bien sûr, le cas des régimes positifs. Simplement, c'est pas le même autoritarisme. L'autoritarisme de Sauron ou de Saruman, c'est un autoritarisme qui est caractérisé justement par le contraire de la royauté bonne d'Aragorn, c'est-à-dire par l'arbitraire, la violence, avec des tendances totalitaires qui sont symbolisées notamment par l'œil de Sauron qui voit tout et qui peut tout surveiller sur son territoire. Alors une fois qu'on a fait ce petit panorama des royautés dans le monde de Tolkien, on peut se pencher sur les sociétés anarchistes ou démocratiques en terre du milieu, puisqu'il y en a. Et ça aussi d'ailleurs c'est un argument pour dire que la royauté c'est pas seulement un cadre pour faire Moyen-Âge, puisque justement il y a d'autres sociétés qui ne le sont pas. Alors la première société à laquelle on peut penser, ce sont les Ents. Les Ents, donc les hommes arbres, pour ceux qui ne connaissent pas, sont clairement une forme de démocratie, et même de démocratie directe. Il y a un conseil, l'Entmoot, qui se réunit en un lieu fixe, d'Erndingle. Les Ents sont libres de s'y rendre ou non, et ceux qui s'y rendent délibèrent à égalité, et par la égalité, un Ent, une voix. Tout ça, ça rappelle assez le système athénien, par exemple, où on avait l'Ecclésia qui se réunissait sur l'Agora puis sur la Pnyx, les citoyens étant libres de venir ou pas, s'ils le voulaient ou le pouvaient, et puis votant ensuite à égalité. On peut même noter que la démocratie des Ents
imite la démocratie et va jusqu'à reprendre les critiques très traditionnelles contre les démocraties. Il y a une des critiques les plus classiques contre la démocratie qui est la critique de parler, parler, parler et puis de jamais décider rien du tout. C'est une critique qu'on retrouve déjà dans la réalité et puis dans plein d'œuvres. On peut penser notamment aux 3 premiers épisodes de Star Wars, la critique de la démocratie comme un régime de palabres qui n'aboutit jamais sur aucune décision concrète. C'est un des thèmes récurrents de l'œuvre. Et pour les Ents, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils commencent leur assemblée et puis après un temps qui semble très très long aux 2 hobbits, Merry et Pippin qui sont là, Sylvebarbe leur annonce que là pour l'instant il les a présentés et que déjà c'est déjà allé assez vite pour une assemblée d'Ents en fait, et que le fait d'avoir passé la matinée à dire qui ils étaient et ce qu'ils étaient, c'était déjà allé assez rapidement. Et il continue en disant décider quoi faire ne prend pas si longtemps aux Ents que d'examiner tous les faits et événements sur lesquels ils doivent se faire un avis. Cela dit, il ne servira à rien de le nier, nous sommes encore ici pour longtemps, probablement quelques jours. Alors cela étant, cette critique est finalement démenti par Tolkien, puisque les Ents, ils arrivent à prendre une décision, et non seulement ils arrivent à prendre une décision, mais qu'une fois qu'ils ont pris leur décision, ils arrivent à renverser Saruman et à renverser l'Isengard, ce qui prouve que les démocraties ne sont pas si inefficaces que ça. Mais c'est intéressant de voir qu'il a repris cette critique. Deuxième exemple, plus intéressant parce que plus développé par Tolkien, c'est celui de la comté. Alors, la comté, c'est certainement le système qui a la préférence de Tolkien. On peut imaginer que c'est probablement l'endroit où il aurait aimé vivre lui-même s'il avait pu choisir. Tolkien disant de lui-même qu'il était un hobbit en tout sauf en taille. Alors Naudet note que la comté fonctionne, je cite, en autarcie selon un principe démocratique assez lâche. Alors, il y a 2 personnes qui se détachent dans le système de la comté. Il y a ce qu'on appelle le Thine. Alors le Thine, c'est le maître de l'Assemblée de la comté et le capitaine du rassemblement en armes. Ça, c'est ce que Tolkien écrit dans le prologue du Seigneur des Anneaux. Et puis le deuxième poste, la deuxième fonction, c'est le maire. Responsable des postes et responsable des shérifs, donc qui sont ceux qui sont responsables du maintien de l'ordre. Le Thine étant une dignité héréditaire et la mairie, au contraire, étant élective, le maire étant élu tous les 7 ans. Alors elle estime qu'il est bien difficile d'associer une fonction réelle à ces titres, les hobbits n'ayant pas vraiment besoin de gouvernement. Là encore, c'est un petit peu plus complexe. Alors, si on commence par le maire, il est élu, et ça, c'est l'aspect qui rapproche effectivement la comté d'une démocratie. On peut se poser la question, au passage, de savoir comment il est élu, puisque Tolkien ne parle jamais du scrutin, du suffrage, etc. Ce ne sont pas des choses qui l'intéressent énormément. On sait qu'il est élu lors d'une foire, d'un marché. On se dit qu'il n'y a peut-être pas un système de suffrage universel très bien organisé, mais bon, après tout, on n'en sait rien. Ce qui est plus intéressant, en revanche, c'est de se pencher sur ses fonctions. Les fonctions du maire, c'est assez réduit. Tolkien dit que c'est avant tout la présidence des banquets. Et à côté de ça, il a un pouvoir administratif à travers la poste, de maintien de l'ordre à travers les shérifs. Enfin, sur les shérifs, il dit aussi que c'était plus des gardes champêtres que des policiers, qu'ils étaient plus occupés des errements des bêtes que des hommes. Et finalement, le corps principal des shérifs, c'est pas ceux qui doivent s'occuper des problèmes des hobbits, qui ne posent pas de problème en fait, ce sont ceux qui doivent s'occuper des frontières et qui doivent veiller à ce que les étrangers, je cite, ne deviennent pas un problème. Elle ne pose pas de problème. Donc en fait, le maire n'a aucun pouvoir, ni exécutif réel, ni législatif. Ce qui correspond à ce que Tolkien écrit, la comté à cette époque n'avait pas réellement de gouvernement. Pour l'essentiel, les familles géraient leurs propres affaires. Autrement dit, c'est une société de grande liberté et c'est pas une société vraiment démocratique. Pour le coup, c'est plutôt une société anarchique. Une société où le maire élu a très peu de pouvoir et où les familles gèrent leurs propres affaires comme elles l'entendent, c'est une société d'anarchie. Ça apparaît d'ailleurs en négatif à la fin du roman quand cette anarchie est remplacée par la dictature de Saruman, puisqu'on a une multiplication des interdits, des règles, des ordres, etc. Tolkien ajoute quand même, je cite, Le Seigneur des Anneaux, « Il est vrai que la famille Took avait longtemps été particulièrement éminente, car la fonction de Thine leur était passée quelques siècles plus tôt, et le chef de la famille Took avait toujours porté ce titre depuis lors. Le Thine était le maître de l'assemblée de la comté, le capitaine de la troupe de la comté et des hobbits en armes, mais l'assemblée comme la troupe n'étant réunie qu'en cas d'urgence, et les urgences n'arrivant plus, l'office de Thine avait cessé d'être autre chose qu'une dignité nominale. » Là aussi, on peut penser à certains systèmes de l'Antiquité, grecs et romains par exemple, dans lesquels
on pouvait conférer des pouvoirs exceptionnels à certaines personnes en cas de danger exceptionnel seulement. Par exemple, c'est le cas de la dictature chez les Romains. La dictature, à l'origine, c'est une fonction particulière qu'on donne en cas de crise à une personne. Cela étant, ici, ce n'est pas quand même une démocratie à l'athénienne, puisque, encore une fois, on dit bien que même, sans même parler de l'armée, mais l'assemblée elle-même ne se réunit qu'en cas d'urgence et qu'en cas de crise. Donc ça veut dire qu'en temps normal, il n'y a même pas d'assemblée. Donc on est vraiment sur un système anarchique. Avec quelques nuances. À la fin, par exemple, du Scienzano, quand il s'agit de nettoyer la comté, le fermier cotonne, il dit « Vous voyez, votre papa, monsieur Pérégrine, donc Pérégrine Touques, il n'a jamais aimé Slotho dès le départ. Il disait que si quelqu'un devait jouer au chef à cette heure, ce serait le thaï légitime de la comté et pas un parvenu. » Donc, on voit bien qu'il y a quand même une hésitation entre un système qui est anarchique de base, avec des tendances vers la monarchie, vers la démocratie, pardon, le maire, des tendances vers une forme de monarchie, le Thaïn, qui est officiellement censé être le représentant du roi et celui qui a ses pouvoirs, et puis même quelques formes d'aristocratie liées à la naissance. On peut penser par exemple à l'élévation des hobbits, des héros à la fin du roman, les deux grands, ceux qui deviennent les deux grands dans la comté, Meriadoc et Pérégrine, c'est parce qu'ils ont des fonctions plus ou moins aristocratiques, ils sont les maîtres de leur pays respectifs. Donc en fait, on a une société qui est largement anarchique, mais quand même sur un point d'équilibre avec des tendances à la fois démocratiques, monarchiques et aristocratiques. Ce qui caractérise ces deux sociétés toutefois, c'est que ce ne sont pas des sociétés humaines. Si on regarde les Ents, ce sont certainement les êtres qui sont les plus éloignés des humains. Parmi les créatures conscientes du monde de Tolkien, les Ents, c'est ceux qui sont les plus éloignés des hommes, puisque ce sont des arbres, fondamentalement. Et même les Hobbits sont une branche de l'humanité, mais enfin c'est une branche de l'humanité qui est débarrassée de nos travers et de nos défauts les plus saillants, et notamment de l'appétit de pouvoir. Alors ça ne veut pas dire que les Hobbits ou les Ents d'ailleurs sont parfaits, ils ont bien d'autres défauts, mais simplement c'est pas cela. C'est pas l'appétit de pouvoir, c'est pas l'avidité de puissance. Et du coup, ce qui ressort de l'œuvre de Tolkien, c'est peut-être que la démocratie ou l'anarchie sont des formes politiques extrêmement enviables, mais pas très adaptées à l'humanité. On retrouve là-dedans quelque chose de ce qui est exprimé par Rousseau dans le Contrat social, quand il écrit « À prendre le terme dans la rigueur de l'acception, il n'a jamais existé de véritable démocratie et il n'en existera jamais. Il est contre l'ordre naturel que le grand nombre gouverne et que le petit soit gouverné. S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. » Alors ça ne veut pas dire que Tolkien avait lu Rousseau, mais enfin, on retrouve quelque chose de cette idée-là. Alors je vais me pencher à présent à l'éventuel programme économique et social de l'œuvre de Tolkien, en commençant par l'aspect le plus évident qui est la valorisation d'une économie traditionnelle. Alors si on se penche sur l'économie, Éric Moriot, qui rédige l'article Économie du dictionnaire, dit qu'il n'y a pas d'économie en terre du milieu. Quand on connaît le soin minutieux avec lequel Tolkien élabore les différents aspects de sa subcréation, cette absence est frappante. Les conditions qui déterminent conjointement production, consommation et distribution des ressources sont pratiquement des impensés des acteurs de la terre du milieu ou de l'auteur. Et il estime que, je cite, là encore, les évolutions économiques dépendent mécaniquement des conduites politiques. Cette cruciale subordination des faits économiques légitime leur annexion à une interprétation morale et politique. Alors, il y a du vrai, même si là encore c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Ce qui est certain, c'est que Tolkien est à l'opposé d'une analyse marxiste des choses, selon laquelle les causes fondamentales des événements seraient les événements économiques et les conditions de production et de distribution des richesses. Le reste, la politique et en particulier la culture, n'étant que la superstructure et l'écume. Ah, c'est sûr que Tolkien il est à l'opposé de cette vision des choses. Cela étant, ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas d'économie, même s'il en parle de manière assez discrète. Alors, la première chose qu'on peut noter sur l'économie qu'il valorise, c'est que c'est une économie qui est anti-industrielle. Les figures qui sont valorisées dans le peuple quand on parle des différents acteurs économiques, ce sont avant tout les fermiers et les paysans. Il y a une valorisation de la figure du fermier, on peut penser à Cotton par exemple, et inversement il y a une certaine dévalorisation des figures de commerçants et de pourvoyeurs de services. Un Poire de Beurré par exemple, qui est un personnage un petit peu ridicule. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve depuis l'Antiquité, c'est quelque chose qui est très présent chez Aristote en particulier, l'idée que ceux qui produisent des richesses
richesse, ce sont les paysans et les fermiers, ceux qui travaillent la terre. Secondairement, ce sont les artisans, et que les marchands, c'est quand même des gens pas très bien parce qu'ils ne travaillent pas vraiment, ils ne produisent rien, ils ne font qu'échanger et faire du profit au passage. On peut noter qu'il y a un très faible développement technique à chaque fois. Tolkien écrit que les hobbits n'aiment pas les machines plus compliquées qu'un soufflet de forge, un moulin à eau ou un métier à tisser manuel. Je ne m'arrête pas là-dessus très longtemps, je l'ai déjà traité dans ma conférence sur l'écologie. On peut noter qu'il y a quand même une monétarisation des échanges, puisque par exemple il y a des héritages, il y a des achats et des ventes de maisons. Cul-de-sac est vendu par Frodo au début du Seigneur des Anneaux par exemple. Cela étant, ça reste une économie anti-industrielle ou pré-industrielle. On peut s'interroger ensuite sur le rapport avec les différents systèmes économiques que connaît Tolkien. En premier lieu, le capitalisme. Avant toute autre chose, il convient de rappeler le rapport étroit qui unisse le capitalisme et l'industrie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de capitalisme avant l'industrie. Si on fait l'histoire du capitalisme, c'est assez compliqué, mais on peut quand même trouver des traces de capitalisme ou des choses qu'on peut légitimement appeler du capitalisme dès l'Antiquité. Cela étant, clairement, la grande époque de développement du capitalisme, c'est aussi l'époque du développement de l'industrie. C'est quelque chose que on voit par exemple chez Saruman, qui est à la fois un capitaine d'industrie, l'esprit de rouage et de métal, et puis qui a des traits du capitaliste avec le commerce entre la comté et les Isengard. Par exemple, c'est quelque chose qu'on voit aussi chez les nains. Les nains sont le peuple le plus industrieux, le plus doué pour la technique parmi les peuples libres. Et puis c'est aussi ceux qui sont les plus avides de richesse et qui creusent tellement profondément qu'ils attirent, qui réveillent les balrogs, qu'ils attirent les dragons, etc. Alors, on peut s'intéresser à cette figure du dragon, qui est une figure assez intéressante chez Tolkien. Alors il y a plusieurs dragons très connus, Smaug en particulier, Glaurung au premier âge, et puis dans d'autres œuvres de Tolkien, je reviens au fermier Gilles de Ham, Chrysophylax qui veut dire en grec celui qui aime l'or. Si on regarde la description de Smaug au chapitre 1 du Hobbit, c'est très révélateur, je vous lis. Les dragons volent l'or et les joyaux où qu'ils puissent les trouver, et ils gardent leur butin aussi longtemps qu'ils sont en vie, et ne profitent jamais fût-ce d'un anneau de bronze. Ils savent à peine faire la différence entre un bon et un mauvais travail, bien que d'ordinaire ils aient une bonne notion de la valeur marchande des choses, et ils ne savent rien faire par eux-mêmes. Alors là, vous retrouvez de manière archétypale les grandes critiques contre le capitalisme. Ils accumulent les richesses sans fin, c'est la définition même du capitalisme, c'est le système qui est basé sur l'accumulation des richesses et de la propriété privée. Ils gardent leurs richesses sans jamais en profiter, donc ils empêchent la circulation des biens. Ils volent aux autres. Ils n'accordent d'intérêt qu'à la valeur marchande au détriment de la valeur artistique ou de la beauté, et ils ne savent rien faire par eux-mêmes. Donc on retrouve vraiment les éléments clés de la critique déjà présente chez Aristote de l'esprit capitaliste, et qui se développe ensuite après. Au chapitre 12, on a une description encore plus comique et effrayante à la fois. Les dragons peuvent bien n'avoir pas grand usage de toute leur fortune, ils ne la connaissent pas moins à l'once près en règle générale, surtout après une longue possession, et Smaug ne faisait pas exception. Il s'étira et étendit le cou pour renifler, alors il s'aperçut que la coupe manquait. Bilbo vient de voler une coupe dans son immense trésor. Au voleur, au feu, au meurtre, pareille chose ne s'était jamais produite depuis qu'il était arrivé à la montagne. Sa rage passait toute description, le genre de rage qu'on voit seulement quand des gens riches, qui ont plus que ce dont ils ne peuvent profiter, perdent tout d'un coup quelque chose qu'ils possédaient depuis longtemps, mais dont ils n'avaient vraiment jamais eu l'usage ou le désir. Et là, on voit pour le coup que Tolkien fait explicitement le lien entre le dragon et les gens riches dans le monde réel, le monde du fauteuil. Donc le dragon peut être considéré en quelque sorte comme une figure archétypale ou caricaturale du capitaliste. De manière peut-être plus développée et plus subtile, on a la figure de Lotho, le cousin de Frodo, qui est un peu l'ennemi à la fin du Seigneur des Anneaux, le serviteur de Saruman, son idiot utile. Là encore, si on regarde le dernier chapitre du Seigneur des Anneaux, quand on regarde l'explication des problèmes par le fermier Cotton, il dit « Tout a commencé avec la pustule », donc Lotho. On aurait dit qu'il voulait tout posséder lui-même et puis donner des ordres aux autres. Il est vite apparu qu'il possédait déjà pas mal plus qu'il n'était bon pour lui, et il accaparait toujours davantage, des moulins et des malteries, et des auberges, et des fermes, et des plantations d'herbes. Bien sûr, il avait commencé avec beaucoup de propriétés dans le quartier sud, qu'il avait eu de son papa,
Mais à la fin de l'année dernière, il a commencé à envoyer plein de choses à l'étranger, pas seulement de l'herbe à pipe, tout a commencé à manquer. Et là encore, vous voyez la critique du capitalisme. L'auto, c'est celui qui accumule toutes les richesses pour lui, qui possède les moyens de production et d'échange, il possède de l'argent, il possède les moyens de production primaires que sont les fermes, les plantations d'herbes, ensuite il possède les moyens de transformation, les malteries, et puis il possède les moulins, et il possède ensuite les moyens de distribution, les auberges. Donc c'est une espèce de dénonciation du contrôle monopolistique de l'économie par un individu. On a vraiment une critique du système capitaliste. Voire une critique déjà de la mondialisation, avec l'idée que avec le commerce, finalement, on ne s'enrichit pas, on s'appauvrit. Ça, c'est une vision très aristotélicienne et thomiste de l'économie. Ça reprend les critiques d'Aristote et à sa suite les critiques de saint Thomas d'Aquin qui condamnent ce qu'ils appellent la crématistique, à savoir l'accumulation de la monnaie et des richesses pour elles-mêmes, avec l'idée qu'au contraire, les richesses doivent servir à l'échange et que ce qu'il faut faire, c'est accumuler des richesses seulement dans les fins de l'échange et pas pour elles-mêmes. Alors, rapidement, dernière partie, pour autant, Tolkien rejette tout autant le communisme. Le dernier chapitre, l'avant-dernier chapitre, le nettoyage de la comté, avec l'invasion de la comté par Saruman et ses hommes, présente une privation de liberté qui rappelle assez fortement le communisme soviétique de l'époque de la rédaction du Seigneur des Anneaux. Si on reprend là encore la description du fermier Cotton, tout est devenu de plus en plus rare, à part les règles, sauf pour ceux qui arrivaient à cacher un peu de ce qu'ils avaient quand les bandits venaient prendre les choses, pour une juste répartition, les guillemets sont dans le texte. Ce qui veut dire qu'ils l'avaient et pas nous, sauf les restes que vous pouviez avoir aux maisons des shérifs si vous pouviez les avaler. Alors là, il est difficile de ne pas penser au programme de collectivisation et de planification mis en place par Staline à l'époque de la rédaction du Seigneur des Anneaux en URSS et aux résistances justement du monde paysan. Le monde paysan, c'est un des mondes qui a le plus résisté à la collectivisation stalinienne. Là, on en retrouve un écho. En fait, Tolkien, il s'oppose ici à tous les planificateurs. C'est quelque chose qu'on retrouve dans sa correspondance, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi au deuxième âge à Númenor, dans la fin de la Calabeth, dans le Silmarillion. On a aussi une condamnation de l'accumulation des richesses, mais aussi le lien avec la lutte des classes et la condamnation des planifications. Pour Tolkien, en fait, tout planificateur est mauvais parce que si vous voulez planifier les choses sur 5 ans, 10 ans, vous allez avoir du pouvoir et c'est ça qui va vous corrompre. En conclusion, rapidement, ce que ça montre donc, c'est que Tolkien, aussi bien dans sa vie que dans ses œuvres, il a une vision extrêmement originale de la politique. Il refuse les 3 grands systèmes idéologiques de son époque. Il s'oppose à la démocratie et au capitalisme libéral qui sont le système le plus consensuel dans la société dans laquelle il vit. Il se fait le héros d'une société très traditionnelle parfois, notamment monarchique, sans pour autant avoir la nostalgie d'un âge d'or à retrouver, puisqu'il sait très bien que cet âge d'or n'a pas existé et ne pourra pas être retrouvé. Et par sa conception de sociétés qui sont menacées par l'effondrement, il est plutôt dans les précurseurs d'une vision politique écologiste, voire décroissante. C'est quelque chose que là encore Florent Hébert défend dans sa thèse avec beaucoup de brio. Donc Tolkien porte vraiment une vision politique inclassable. Ce qui me semble intéressant dans son œuvre, c'est justement de l'appréhender dans cette globalité, sans engommer les aspects râpeux. Il faut se garder avec Tolkien de toute forme de cancel culture qui viserait à effacer les aspects problématiques ou polémiques, mais au contraire les accepter pour pouvoir remettre en question sans cesse nos propres certitudes. Je vous remercie.